Radio J. Le Forum Radio J, Frédéric Aziza. Radio J. Radio J. Bonjour et bienvenue au Forum Radio J dont vous êtes l'invité, Manuel Valls. Bonjour. Bonjour. Elisabeth Borne a donc présenté mercredi son plan des 100 prochains jours. Est-il de nature à apaiser le pays, comme l'a souhaité Emmanuel Macron? Comment en tout cas sortir de la crise et envisager la suite du quinquennat? Mais pour commencer, Manuel Valls, on va parler de vous. Si la politique active n'est plus vraiment à l'ordre du jour chez vous, depuis votre échec aux législatives de juin dernier, vous vous exprimez et vous écrivez. Vous venez de publier un nouveau livre, c'est aux éditions Talendier, Le courage guider leurs pas, 12 destins face à l'histoire. Pourquoi ce livre, Manuel Valls? Pourquoi ces destins, et notamment ceux de Clémenceau, Louise Michel, Camus, Malraux, Churchill, Charb, Willy Brandt ou encore Jean Moulin? Pourquoi? Mais parce que l'histoire est une passion, c'est ma formation, j'ai fait des études d'histoire à la Sorbonne, et puis elle vous apprend beaucoup l'histoire. C'est une leçon permanente. Moi, je suis fasciné par cet aimant que représente l'histoire. Et je ne suis pas le seul, évidemment. Les Français sont un peuple qui aime l'histoire. Donc, dans l'histoire, dans ces personnages illustres qui nous écrasent de leur force, de leur puissance et surtout des actes qui ont été les leurs pendant les siècles derniers, nous apprenons beaucoup, et notamment au fond de leur humanité, de leurs contradictions, de leurs doutes et de ce qu'ils nous apprennent pour aujourd'hui. Justement, qu'ils nous apprennent, ces personnalités sont illustrées à des moments de crise, de grands basculements de civilisation. Ces personnages qu'ont-ils à nous dire sur le moment que nous vivons aujourd'hui, que ce soit en France et dans le monde? Il faut toujours se préparer à des basculements. Au fond, beaucoup de ces hommes, de ces femmes, je pense évidemment à Clémenceau, à Churchill, à De Gaulle, ont surgi dans l'histoire. Ils avaient déjà un passé, mais parce qu'ils ont été au bon moment. Churchill, sans être Premier ministre, aurait été un politicien brillant. De Gaulle aurait été un général, tout simplement. Clémenceau aurait été l'homme de l'affaire Dreyfus, mais il n'aurait pas été le père de la patrie. Donc, dans ce moment-là, il trouve la ressource, la force, les mots pour conduire un pays. C'est cette étincelle qui se propage dans tout le pays et qui permet le sursaut. Et je pense que précisément, nous avons besoin, nous y reviendrons sans doute, d'un sursaut. On a besoin d'un sursaut, pourquoi? Parce que le tragique est en train de se rappeler à nous, en France et dans le monde. Le tragique a toujours été d'une manière ou d'une autre présent. Depuis longtemps, la France est concernée par exemple par les attaques terroristes. Donc il y a une part de tragédie. Beaucoup de nos compatriotes en France ou à l'étranger ont été victimes de ce tragique. Des hommes, des femmes, des militaires en Afghanistan, au Liban, en Afrique ont payé de leur vie pour défendre notre pays et nos valeurs. Mais c'est vrai que le retour de la guerre en Europe, la conscience de nouveau que nos civilisations sont mortelles par les effets du réchauffement climatique ou par les risques d'une guerre nucléaire toujours possible, un sentiment de déclassement et de déclin qui étreint une partie de nos compatriotes, oui, tout cela donne sa part tragique en tout cas à l'histoire. Alors l'histoire, on va parler de la France. De l'histoire et de la France. Vous avez fait référence dans votre précédent livre à la duplicité d'Emmanuel Macron en 2014. A-t-il fait preuve de duplicité dans la gestion de la réforme des retraites? On passe rapidement avec vous, mais ça ne m'étonne pas. On reparlera non, mais moi, j'avais dans un livre qui s'appelait Pas une goutte de sang français, mais la France coule dans mes veines, évoqué cette période de 2014, mais en même temps, en rappelant qu'il avait été plus malin ou plus intelligent ou plus stratège, je ne sais pas, et c'est lui qui avait fini par être élu président de la République. Non, je pense que... Et pas vous. Et pas moi, et François Hollande n'avait pas pu se représenter. Et nous vivons d'ailleurs, toujours, si je suis quelques secondes de nouveau sérieux, nous vivons encore au fond les conséquences de ces bouleversements et l'effondrement progressif des grandes formations politiques. On en parlera. Et au fond, cette mécanique qui vise à chasser toujours ceux qui sont en place. Non, je pense que sur la réforme des retraites, peut-être n'a-t-il pas été suffisamment duplice. Peut-être n'a-t-il pas pris suffisamment de temps. Non, il a au contraire mené, lui et le gouvernement, cette réforme, le passage de 62 à 64 ans, de manière frontale. Vous auriez fait la même réforme que lui ou pas? Non.
Moi, j'étais très attaché, et je le reste, à une réforme à point qui soit moins brutale et surtout qui intègre davantage chaque salarié, chaque individu dans ce changement que représente notamment l'allongement de la durée de la vie. Demain 1er mai, Laurent Berger appelle à casser la baraque dans les rues. Une forte mobilisation dans les manifestations doit-elle conduire Emmanuel Macron à remballer sa réforme des retraites ? Il y aura une forte mobilisation parce que tout simplement, il y a dans le pays une large opposition à la réforme, en tout cas selon toutes les enquêtes. Vous pourriez manifester, vous d'ailleurs ? Non. Non. Vous la soutenez, cette réforme ? Non, j'ai dit que j'étais favorable à la réforme par points, que je n'aurais pas fait pareil, que c'est une forme de facilité, mais que reculer au Parlement, reculer après la décision du Conseil constitutionnel, reculer maintenant que la loi est promulguée, serait une erreur, à la fois pour ceux qui gouvernent, pour l'équilibre de nos comptes financiers, pour l'image de la France, et cela mettrait fin tout simplement à ce quinquennat. Aucune réforme ne serait possible. La seule solution, c'est d'aller jusqu'au bout. Donc la réforme est faite, et maintenant il faut, je sais bien que l'expression n'est pas forcément heureuse, qu'elle n'est pas appréciée par Laurent Berger, que j'apprécie, dont il faut saluer l'action, qui est un homme très responsable, qui n'a pas été suffisamment écouté par le président de la République. C'est totalement absurde. Moi, quand j'étais Premier ministre, j'ai mené une réforme difficile avec Myriam El Khomri, la loi travail. Je n'étais pas populaire, mais j'étais soutenu par les syndicats réformistes, et notamment la CDT de Laurent Berger. Mais maintenant, il faut essayer de passer à autre chose, de renouer le dialogue et de rebâtir, c'est ça qui me paraît essentiel, un nouveau contrat entre Emmanuel Macron et les Français. Justement, renouer le dialogue, Elisabeth Borne souhaite rencontrer les syndicats, et pas d'ailleurs Emmanuel Macron, mais Elisabeth Borne, après le 1er mai. Qu'est-ce que vous proposeriez aux syndicats à la place d'Elisabeth Borne, éventuellement d'Emmanuel Macron ? D'abord, je pense que c'est plutôt sain, même si le président de la République devra les rencontrer aussi, que le dialogue, là vraiment vous me poussez à commenter la vie quotidienne du gouvernement, dont je ne suis... Vous avez été Premier ministre quand même oui, absolument, il paraît. Donc de renouer, il me paraît sain, je reprends le fil de mon propos, que le dialogue se fasse au niveau des ministres, notamment du ministre du Travail et de la Première ministre. C'est à ce niveau-là, me semble-t-il, qu'au moins, dans un premier temps, le dialogue doit être renoué. Il y a beaucoup de choses à discuter. Évidemment, il y a la question des salaires, le sujet inquiétant de l'inflation, la montée des taux d'intérêt qui doivent préoccuper l'ensemble des partenaires sociaux et des acteurs économiques et sociaux de notre pays, parce que cette montée des taux d'intérêt, la crise du logement qui risque de s'en suivre, étranglera davantage les classes moyennes. Et c'est évidemment très dangereux. Et puis, c'est-à-dire qu'il faut une grande conférence sociale ? Il faudrait une grande conférence sociale, bien évidemment. Il faudrait pouvoir évoquer tous les sujets, et notamment, évidemment, celui du travail. Parce qu'au fond... Mais quand tout le monde dit qu'il faut évoquer le sujet du travail, mais comment, de quelle manière, et pour déboucher sur quoi ? La question des retraites aurait dû être traitée d'abord dans un dialogue sur le travail, la question de pénibilité, les changements que nous avons tous, d'une certaine manière, vécus avec la crise pandémique, avec la crise de la Covid, question du télétravail... au fond, je pense que les Français sont très attachés à la valeur travail, mais ils cherchent aujourd'hui, d'abord dans leur entreprise, comment leur vie peut être au travail différente. C'est la question de durée de travail tout au long de la vie, la formation, changement de métier qui vont toucher évidemment de plus en plus les jeunes générations. Depuis des années, y compris depuis... Oui, mais c'est des choses... Quand vous étiez à Matignon... Mais c'est des choses qui ont été traitées. Voilà. Regardez, et a priori pas suffisamment. Le sujet de la pénibilité qui a été traité, mais pas suffisamment, notamment au cours de ces derniers mois. Donc il y a de quoi travailler. Regardez, les partenaires sociaux ont réussi, ça va être normalement traduit dans la loi, un accord sur la valeur ajoutée. Donc cela veut dire que dans cette période qui est très particulière, parce qu'il y a à la fois ce climat difficile, ces tensions, mais de l'autre côté, jamais le pays n'a eu autant d'investissements étrangers, le chômage continue de baisser, il y a beaucoup de postes dans de nombreux secteurs, le bâtiment ou la restauration, qui ne sont pas pourvus. Donc sur tous ces sujets-là, il me semble, de manière apaisée, qu'on peut discuter entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Et des discussions qu'a priori la CGT va boycotter. Ça pose un problème ou pas ?
Oui, c'est toujours embêtant quand un syndicat important ne participe pas à ces débats. Ça n'est pas la première fois de la part de la CGT. Les autres syndicats, les syndicats réformistes, y participent. Si vous voulez, d'une manière générale, même si mon propos peut sembler étrange dans ce climat, il faut réconcilier les Français avec eux-mêmes, les Français avec la politique, les pouvoirs publics et les institutions, et donc tous ceux qui ont une responsabilité, partenaires sociaux, élus, gouvernements, opposition, doivent faire l'effort pour que le climat s'apaise, pour que nous trouvions des solutions sur la base d'un dialogue constructif. Il n'y a pas d'autre solution. L'affrontement est dangereux, et il reste par ailleurs 4 ans à ce quinquennat. Donc il faut qu'il soit utile aux Français et au pays. Donc il y a une réconciliation possible, c'est pas comme ce que vous aviez dit en 2016, les deux gauches irréconciliables. Non, ça n'a rien à voir. Je continue de penser... Non, on en parlera. Mais... Oui, on n'a pas... Non, je continue de penser au contraire que les faits m'ont donné raison. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas un dialogue entre l'ensemble des responsables sociaux, des groupes politiques, en tout cas chercher des solutions ensemble. C'est la seule solution possible. Alors pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que les casseroles apparaissent comme un nouveau symbole de la colère. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Chacun exprime comme il l'entend sa colère, son opposition. Honnêtement, c'est pas nouveau. À ce point-là, les manifestations font partie de notre culture. C'est par ailleurs, le droit de manifester est un droit constitutionnel. Et si certains veulent faire du bruit, ils ont le droit de le faire. La question qui se pose pour chacun, et pas seulement pour les responsables publics, politiques ou sociaux, mais aussi pour chaque citoyen, même si j'entends bien cette colère, c'est comment on peut être utile. La colère pour la colère, elle conduit à une forme de nihilisme. En tout cas, elle conduit, si je le dis autrement, à une impasse. Est-ce que c'est la négation de la démocratie ? Non, c'est manifester, exprimer sa colère. Honnêtement, autant il faut rejeter évidemment toutes les formes de violence. Voilà, là, on est dans le bruit. C'est désagréable pour ceux qui gouvernent, mais c'est ainsi. Mais l'impasse n'est pas une solution. Et je vais vous poser la question autrement. Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis, une partie de la gauche aussi, et la CGT, se sont en tout cas fixés comme objectif d'empêcher le président et ses ministres de se déplacer dans le pays à travers justement les casserolades ou des actions contre les ministres, y compris dans les stades. On l'a vu hier soir. Est-ce que c'est compatible, ça, avec les règles de la démocratie ? En tout cas, ça l'affaiblit. Ça l'affaiblit ? Mais oui, ça l'affaiblit. La démocratie, et notamment la République française, elles sont toujours, c'est notre histoire, notre culture, marquée par une forme de radicalité, de polarisation, d'affrontement, de confrontation. Mais est-ce que tout cela est utile si on débouche sur quelque chose. Rappelez-vous, vous et moi on était extrêmement jeunes, les manifestations, je ne sais pas, dans la sidérurgie, dans le charbon, dans l'acier, c'était très dur. Il y avait des affrontements à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, terribles, entre les syndicats ouvriers et les CRS qui venaient d'être créés. Donc la confrontation a toujours existé. Mais l'idée que l'action politique serait vouée à empêcher, dans une démocratie comme la nôtre, où je pense les règles démocratiques sont respectées par le gouvernement et par le président de la République, où il n'y a pas une mise en cause de l'indépendance de la justice, du rôle de Parlement et des institutions. N'exagérons pas, il y a des choses qui ne vont pas, nous n'en sommes pas là. Bon, donc l'idée d'empêcher le gouvernement et le président de la République, le président de la République de parcourir le pays n'a aucun sens. Au contraire, il faut profiter de ces déplacements pour nourrir le débat. Emmanuel Macron, d'ailleurs, le président de la République, il dit que la seule insoumission est vaine. Il a raison ? L'insoumission est un beau mot l'insoumission qui, à mon avis, est perverti par Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise. Nous sommes tous, d'une certaine manière, au-delà des insoumis. Les Républicains doivent être des insoumis par rapport aux injustices, par rapport à l'ordre établi, par rapport à ce qui ne va pas. Moi, tous les jours, j'ai de quoi être révolté quand, dans une rue de Paris, je croise beaucoup de personnes qui sont sur le trottoir, qui dorment et qui sont dans la misère. Tous les jours, nous avons de quoi être révoltés par rapport à la violence, à un crime atroce, quand une fille de 5 ans ne revient pas parce qu'elle a été kidnappée et sans doute tuée par un garçon qui n'aurait jamais dû être dans la rue. Puisque vous parlez de ça d'ailleurs, ça pose le problème de la délinquance des mineurs. Oui. Est-ce qu'il faut revoir la loi là-dessus ?
Il faut toujours revoir la loi, il faut Puisqu'on déjà en parle l'appliquer. depuis des On années. peut toujours avoir un Ouais. débat. Non, mais les choses ont été faites, mais il faut l'appliquer. Il faut évidemment d'abord s'inquiéter sur l'état de l'hôpital psychiatrique et notamment de tout ce qui concerne la psychiatrie des jeunes, la pédopsychiatrie. Mais il y a une ministre qui s'essaye sur ces sujets-là. Donc il y a beaucoup de choses. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'il y a de quoi être insoumis et révolté tous les jours. Mais l'insoumission qui vise tout simplement à casser le système, à mettre en cause le système, aboutit à une impasse. Et donc, à la fin, du point de vue de la vie politique, n'a aucun sens. Les Insoumis, comme d'autres partis politiques, ont des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale et au Sénat. C'est là où le débat doit se nouer avec des propositions. Tout ce que je dis a l'air d'être un peu, à la fois normal et naïf. Et pourtant, vraiment, vous savez, c'est ce que je dis dans ce livre, à travers les exemples que je prends. Camus, c'est aussi la tolérance et l'art de la nuance. Et pour le reste, pour ce qui concerne les politiques, protégeons la démocratie. Écoutez, il y a des hommes et des femmes en Ukraine qui meurent parce qu'ils défendent leur pays, et je parle de Zelensky dans ce livre, parce qu'ils défendent leur pays, mais parce qu'ils se battent pour des valeurs qui sont les nôtres. Ils meurent pour nous, pour la démocratie. Donc, je veux pas comment dire, d'une certaine manière, culpabiliser les uns et les autres, mais la démocratie n'est jamais acquise. Donc, elle se cultive, elle se choisit, elle se protège. Hein. LFI, le parti du chaos ou pas? Jean-Luc Mélenchon... Parce que vous l'avez bien connu, Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais d'une certaine manière, il a théorisé le bruit et la fureur et le chaos. Mais écoutez, il représente... plus de 20% des Français. Ils ont un groupe parlementaire conséquent à l'Assemblée nationale. Ils représentent un courant politique qui existe dans le pays. Donc, ce qu'il faut attendre d'eux, et ce que les Français doivent leur demander, c'est qu'ils soient utiles à la démocratie et au débat démocratique. Le bruit, la fureur et l'empêchement n'aboutiront qu'à aggraver une situation démocratique qui, moi, m'inquiète. Qui est le plus dangereux, d'ailleurs? C'est Mélenchon ou Le Pen? Mais d'une certaine manière, quelle que soit leur attitude, le bruit ou l'attente, les extrêmes, le populisme sont dangereux pour la démocratie. Mais ils prospèrent sur ce sentiment de déclin, de déclassement, et sur le fait que les responsables politiques en général ne sont pas à la hauteur des attentes des Français. Le Pen Mélenchon en 2027, votez qui? Non, mais ça c'est... Oui, c'est une question qui peut se poser. Oui. On voit les sondages. Hein. Je pense que tout doit être fait pour empêcher ce choix terrible, cet étau qui prendrait notre démocratie ou qui représenterait pour notre démocratie un véritable danger. Mais pour l'éviter, il ne suffit pas de crier au loup. Il faut proposer une alternative, mais il reste 4 ans, un chemin, un espoir aux Français. C'est ça qui me paraît essentiel, mais nous sommes très loin. Et donc, pour le moment, il faut de nouveau essayer de rassembler les Français autour de priorités qui soient claires. Justement, 4 ans avant la présidentielle, mais 100 jours. Les 100 jours donnés par Emmanuel Macron et Elisabeth Borne. Est-ce que le plan des 100 jours développé donc mercredi par Elisabeth Borne est de nature à apaiser la France, comme le souhaite Emmanuel Macron? Il reste 4 ans. C'est beaucoup plus que 100 jours. Ouais. Écoutez, comment rassembler les Français? Vous en avez pensé quoi du plan d'Elisabeth Borne? Non, mais ça c'est l'action politique au gouvernement. C'est l'action politique ou la communication? Les deux vont de pair, mais il faut essayer de sortir d'une difficulté. Mais au fond, quels sont les axes forts pour... qui d'ailleurs surplombent le débat public et autour desquels il faut rassembler les Français. Il y a d'abord la question de la guerre. Je suis quand même très étonné qu'on en parle peu. Or, la guerre est là. Et je comptais vous en parler en fin d'émission. Avec des menaces possibles. Donc, la guerre, quelles sont les conséquences immédiates? C'est que nous allons augmenter massivement, pas nous seulement Français, mais l'ensemble des pays de l'Union européenne et de l'OTAN. Le budget de la défense. Le budget de la défense. Donc, ce sont des coûts... évidemment faramineux. L'autre sujet, c'est la question du réchauffement climatique. Et les investissements, évidemment, dans les énergies renouvelables, les changements d'attitude. Il y a d'ailleurs un texte de loi sur l'industrie verte qui me paraît intéressant. Mais c'est dans le cadre de ces enjeux, justement. Exactement, mais ce sont des milliards qu'il faut investir dans l'énergie nucléaire, dans la filière nucléaire, pour construire demain de nouvelles centrales nucléaires et pour en prolonger d'autres. Ce ne sont pas uniquement des masses financières, mais ce sont aussi des sauts technologiques qu'il faut réussir. Et puis, troisièmement,
on voit bien qu'en matière de sécurité, de justice, même si les efforts ont été faits, sur la santé ou sur l'école, il faut continuer à investir ou à réformer. C'est au fond autour de ces grandes priorités qu'il faut mobiliser les Français. Et derrière cela, nous avons un sacré problème de dette et de déficit public. Donc c'est, au fond, c'est assez simple. Donc 100 jours ou 4 ans, peu importe. Ce qu'il faut, c'est remobiliser les forces vives de la nation et les Français, les faire adhérer à ce plan qui nécessite aussi de l'effort. C'est pour ça que revenir sur la réforme des retraites, quelle qu'elle soit, serait une erreur. Est-ce que vous pensez d'ailleurs que le pays sera apaisé dans 100 jours ? Je connais bien la France, c'est pour ça que je suis profondément français, et je ne me risquerai pas à ce pronostic. Mais si dans quelques semaines, dans quelques mois, on peut commencer à avancer et à ce que les Français se rassemblent autour des quelques axes forts que je viens de rappeler, on aura, je l'espère, avancé. Vous savez, d'un mot, je suis quand même frappé. Et là, je ne culpabilise pas mes compatriotes, parce que c'est aussi la responsabilité de ceux qui gouvernent ou des politiques. Moi, je comprends parfaitement leurs préoccupations sur le pouvoir d'achat ou sur la retraite. Mais on est dans une économie de guerre, encore une fois. On est dans un monde où les grandes puissances, Chine et États-Unis, sont en train de s'affronter. Où la Russie et ses alliés cherchent à nous mettre en difficulté partout. C'est le cas en Afrique avec Wagner. Et se livrent à des exactions épouvantables, évidemment, depuis des mois en Ukraine. L'Europe est sortie sans doute plus forte de cette crise et davantage unie. Les deux, l'Europe et l'OTAN. Et c'est une bonne chose. Donc face à cela, moi ce que je souhaiterais, c'est que les responsables politiques au plus haut niveau rappellent quand même ces enjeux. C'est la leçon de Churchill et de Gaulle dans ce livre, précisément, de ne jamais oublier de rappeler quels sont les moments, les sujets essentiels. Le courage qui est dans ce livre, c'est aussi dire la vérité. Dire la vérité, c'est peut-être pas un sujet essentiel d'ailleurs, mais pour sortir de l'impasse politique, Emmanuel Macron, il dispose de 3 leviers. Un remaniement avec ou sans changement de Premier ministre, de Première ministre, la dissolution ou un référendum. Quelle est la bonne piste ? Peut-être aucune. Ouais. Il y en a peut-être d'autres. Lesquelles ? À quoi vous pensez ? Alors, chercher des majorités, soit à travers une coalition, cela semble... Vous y croyez encore, ça, oui ? Et je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. Mais s'il n'y arrive pas, vous savez, je ne suis plus à l'Assemblée nationale et je suis un peu éloigné de la vie politique au quotidien, même si elle me passionne, parce que c'est tout simplement l'avenir de notre pays qui est en jeu. Donc oui, chercher déjà des coalitions. Le référendum, c'est un vrai sujet. Moi, je pense que vous savez, on évoque beaucoup l'idée du changement des institutions. Je n'y crois pas. Ouais. Et je crois encore moins à l'idée de la 6e République. Mais peut-être faut-il revenir à l'esprit initial de la Constitution de 1958. Et de ce point de vue-là, l'appel au référendum peut aussi être une solution à condition qu'on utilise bien les institutions. Et alors ça dépend sur quelle question ? Ça dépend sur quelle question. Et puis souvent, il faut l'accord d'abord préalable de l'Assemblée et du Sénat. Bon, donc ça, c'est au président de la République d'en prendre éventuellement l'initiative. Vous dites des coalitions ? Peut-être sans doute avec un nouveau Premier ministre, on parle de Gérard Larcher à Matignon, vous y croyez ou pas ? Et ça serait une bonne idée ? Et lui-même, me semble-t-il... Il ne dit pas aujourd'hui, donc non, mais ça veut dire le Premier ministre, il est le chef de la majorité, absolue ou relative. Ouais. Donc, il doit incarner cette majorité relative ou absolue. Aujourd'hui, Elisabeth Borne incarne la majorité relative, la majorité présidentielle qui est relative à l'Assemblée. Moi, j'ai aucun souhait exprimé. Non, mais si je rentre dans ce débat, je sors au fond du rôle et de l'épure que je me suis imposé depuis des mois. Mais elle a la confiance du président de la République. Tant qu'elle a la confiance du président de la République, elle doit agir. C'est ce qu'elle fait d'ailleurs. Mais quand même, la question qu'on se pose, la question qu'on vous pose souvent, c'est souhaitez-vous faire partie du prochain gouvernement d'Emmanuel Macron ? Alors, est-ce que vous pourrez revenir en politique ? Je connais parparfaitement ce questionnement. Ouais. Le piège, non pas le vôtre, bien évidemment. Je ne me crois pas capable de ça. Mais moi, je ne veux pas rentrer dans ce débat. Parce que ça n'est pas la question. Ça n'est pas à l'ordre du jour. Les Français s'en fichent totalement. Ça n'est pas le problème. Moi, comme d'autres, ceux qui ont une expérience, ceux qui ont gouverné par le passé, doivent être utiles dans leurs interventions. Donc, si être utile au gouvernement, mais la question ne se pose pas. Alors la question ne se pose pas. Qu'est-ce que vous avez été Premier ministre, vous avez été ministre de Jean-Marc Ayrault également, de François Hollande. Est-ce que ce gouvernement, quelque part, est entre guillemets costaud ? Est-ce qu'il tient la route ? Ou est-ce qu'il est trop faible ? Ce que je crois, c'est que dans la crise que nous connaissons, il faut redonner du sens aux partis politiques.
Je sais que c'est pas très populaire, mais une des originalités de la crise démocratique française, c'est l'effondrement des grands partis et le fait que le président de la République n'a pas voulu jusqu'à maintenant faire, hier de la République en marche, aujourd'hui de Renaissance, une formation centrale avec un projet clair et des racines profondes pas la question. Dans le pays. Le gouvernement tient la route ou pas? Et donc, du coup, ce que je crois, c'est que dans un gouvernement, il doit y avoir des personnalités que les Français connaissent. Des personnalités qui, par leur position, un Chevènement, un Rocard hier pour me faire comprendre, un Balladur, une Simone Veil dans d'autres circonstances, un Fabius ou un Le Drian, c'était le cas quand j'étais Premier ministre, donnent un sens à ce qu'ils font. Bon, donc, alors, ça n'est pas facile, notamment... Une incarnation, quoi. Hein. Une incarnation, et donc cette incarnation, elle est moins facile à mettre en œuvre quand, surtout, on vient d'un parti qui est neuf, qui n'a pas de passé, qui n'a pas cette culture. C'est ainsi, hein, les Français l'ont voulu, mais je pense qu'un gouvernement doit être, des grandes missions, davantage incarné. Donc, il n'est pas assez incarné. Donc, il n'est pas assez incarné aujourd'hui. Ce que je dis, honnêtement, n'est pas d'où la question que je vous posais précédemment. Est-ce que vous pourriez... Mais il y a beaucoup de personnalités qui peuvent incarner. Vous savez, l'avantage d'être un spectateur engagé comme je le suis, de celui qui écrit, qui commente, c'est tout simplement de vouloir transmettre cette expérience-là d'un premier. Il ne faut pas attendre que celui qui a eu des responsabilités veuille à tout prix revenir. C'est ainsi. L'immigration, on en parle beaucoup cette semaine, et depuis quelques temps déjà. Concernant vos prises de position successives, on ne comprend pas très bien si pour vous l'immigration est toujours une chance pour la France. Vous avez dit il y a quelque temps, il faut appuyer sur le bouton de stop et faire une pause, interdire le groupement familial et notamment les mariages. Vous avez dit ça pendant la campagne présidentielle. Où en êtes-vous aujourd'hui? Mais si, je suis toujours cohérent. Évidemment que l'immigration est une chance pour notre pays. Oui, vous-même. Hein. Exactement. Donc je vais pas me tirer une balle dans le pied, si je puis dire. Oui. Mais pour que l'immigration soit une chance, c'est-à-dire du point de vue du travail, de notre économie, de notre agriculture, c'est le cas. Les hommes et les femmes viennent toujours pour travailler pour notre industrie ou notre agriculture. Pour qu'elle soit aussi une chance du point de vue du mélange, grâce aux différentes origines, aux cultures. J'étais maire d'Évry, une ville où il y avait 50, 60 origines, nationalités. J'ai toujours considéré que cette fusion pouvait être une chance, mais la condition préalable à cela, c'est l'assimilation. L'assimilation ou l'intégration? Non, c'est pas pareil. Pas pareil. L'assimilation, on assimile pour intégrer. C'est nier ce non. Moi, je me considère préalablement. Ça n'est pas vrai. L'intégration, c'est autre chose. Ça n'est pas vrai. Je me considère totalement assimilé. Totalement assimilé. Et pourtant, je n'ai rien perdu de mes origines. Je parle espagnol, je parle catalan avec ma mère. Donc je n'ai rien. Donc je sais d'où je viens, mais je sais ce que je suis. C'est-à-dire un Français qui partage des valeurs avec l'immense majorité des autres compatriotes. Deuxièmement, ce débat, il est indispensable sur l'immigration. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi, sauf pour des raisons politiques, on a reculé. Alors, c'est la question que je voulais vous poser. Est-ce que vous regrettez... Qu'est-ce que j'ai appris Est-ce que vous regrettez que cette loi sur l'immigration promise par Emmanuel Macron et préparée par Gérald Darmanin soit reportée au mieux à l'automne? Oui. Au mieux à l'automne. Oui, et je le regrette, et j'espère qu'on trouvera le temps parlementaire, les conditions pour qu'elle soit adoptée. Ça, je peux parfaitement comprendre la prudence d'Elisabeth Borne, mais je pense que c'est important, très vite, même si la loi ne suffit pas à traiter l'ensemble des problèmes, je suis convaincu qu'il faut des changements législatifs. Mais quel changement d'ailleurs? Est-ce que la loi telle qu'elle a été proposée, d'ailleurs, par Gérald Darmanin et Olivier Dussopt, est-ce qu'elle vous convenait? Est-ce qu'elle vous convient? D'abord, je n'avais pas tous les éléments, mais il y avait des éléments notamment qui permettaient de lutter davantage contre l'immigration clandestine. Donc, première question, a-t-on besoin réellement d'une nouvelle immigration économique? Je ne le crois pas. Ça ne veut pas dire que... Pas non plus de quotas? Ça ne veut pas dire que dans tel ou tel secteur qui sont en tension, on ne puisse pas utiliser des quotas, comme le demande d'ailleurs un certain nombre de chefs d'entreprise. Mais enfin, écoutez, avec 400 à 500 000 postes aujourd'hui qui ne sont pas couverts, et nous avons encore, même s'il baisse, je l'ai dit il y a un instant, nous avons encore des chômeurs, il me semble qu'on pourrait faire mieux. Ça, c'est le premier sujet. Deuxièmement, l'immigration... Les
Didier Lesky, le directeur de l'Office français pour l'immigration et l'intégration, le dit très bien. De l'immigration et l'intégration, le dit très bien. L'immigration, elle est aujourd'hui essentiellement familiale. C'est le regroupement familial et ce sont les mariages. Est-ce qu'il faut interdire le regroupement familial? Non, on ne peut pas interdire le regroupement familial, mais il faut c'est ce que demande LR. il faut sans doute davantage le limiter. De quelle manière? En France, il est plus souple, plus lâche que dans d'autres pays européens. Donc il n'y a pas de raison que nous, on soit plus généreux sur ce sujet. Mais ça veut dire quoi précisément? Être moins généreux. Je ne rentre pas dans les... Non, mais il y a des règles, sans doute, notamment en termes de mariage, sur lesquelles il faudra revenir. Même si il faut toujours rappeler, nous avons par exemple des liens avec l'Algérie sur ce sujet-là. Je pense que ça mérite une mise à plat. Troisièmement, il faut être évidemment toujours capable d'accueillir les réfugiés. C'est un droit international, constitutionnel, conventionnel. Mais là aussi, les déboutés du droit d'asile doivent être reconduits tout de suite à la frontière le plus rapidement possible. Pourquoi? Parce que déjà les procédures sont longues, même si elles ont été réduites pour obtenir l'asile. Mais si vous restez 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, et évidemment vous avez fondé une famille et vous êtes en droit de rester ici. Ça n'est pas possible parce que c'est un détournement du droit d'asile. Et enfin, et je termine, il reste 2 sujets importants. Le premier, il se joue d'abord aux frontières de l'Union européenne. Donc, et là, il faut donner aux États les moyens de protéger davantage leurs frontières. LR demande des murs. Mais c'est ce qui se fait, Frédéric Aziza, c'est ce qui se fait. Ça se fait en Finlande, ça se fait en Pologne, ça se ferait en Grèce. Les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla, qui sont au Maroc, sont entourées de barbelés. Bon, donc, il faut, de ce point de vue-là, être beaucoup plus efficace. Et que le message soit clair, toute la misère du monde, y compris de l'Afrique, ne peut pas venir Michel Rocard, en Europe. Et puis enfin, il faut un grand plan de l'Union européenne, massif, avec ce grand continent d'avenir qu'est l'Afrique, et qui a besoin de sa jeunesse et de ses classes moyennes. Voilà, c'est cet ensemble-là, c'est ce débat qu'il faut avoir. Il faut l'avoir maintenant pour ne pas l'avoir uniquement au moment des élections européennes, ou encore pire, au moment de l'élection présidentielle de 2027. Sur l'immigration, si ça bloque au niveau législatif, est-ce que vous serez favorable à la piste d'une convention citoyenne sur l'immigration? Mais ça change quoi? Ça permet de traiter le sujet en amont et ensuite de le transformer en projet de loi. Associer les citoyens ne pose aucun problème. Ouais. Associer les élus, et notamment les maires qui connaissent bien ces sujets, ça me paraît indispensable. Mais dans une démocratie parlementaire, imparfaite évidemment, ce sont les parlementaires qui doivent choisir. Et si ces parlementaires se mettent d'accord, et si le président de la République considérait que c'était essentiel, le texte qui sort des parlementaires, il peut être aussi éventuellement soumis à référendum. Mais attention, vous êtes favorable le référendum, il sert à changer la Constitution ou à faire approuver des textes ça serait un texte qui mériterait un référendum ou pas? Mais c'est un texte dont le principal risque est précisément, c'est pas le texte de loi qui provoquerait de la division dans notre pays, parce qu'en plus les Français, une immense majorité, sont d'accord avec ce que je viens de vous dire. Donc moi je préfère, avant de venir à cela, que le Parlement joue son rôle. Et là, il me semble qu'il y a les pistes d'un accord. Moi, je suis un républicain de gauche. Je suis convaincu qu'il y a les pistes d'un accord entre la majorité sénatoriale, LR, et la majorité actuelle. Très rapidement. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, la situation à Mayotte, que vous avez connue quand vous étiez aussi bien ministre de l'Intérieur que Premier ministre? D'abord que, de ce point de vue-là, c'est une situation très différente de celle qui concerne l'Hexagone. Oui, bien sûr, mais c'est une question... Non, mais je veux le dire, parce qu'il y a des gens qui nous que c'est très difficile. Et que, précisément, il n'y a pas de solution possible sans imposer aux Comores de changer d'attitude. Si les Comores ne changent pas d'attitude, on aura beaucoup de mal à régler la situation actuelle. Ils refusent d'accueillir, notamment, tous les Comoriens qui partent. Et on ne peut pas les obliger. On ne peut pas les obliger, mais je pense qu'il faut une pression très puissante, très forte de notre diplomatie. Je n'en doute pas que c'est ce qu'elle essaye de faire. En attendant, quelle autre solution ? On laisse nos compatriotes mahorais vivre situation que j'ai connue, mais qui s'est
dégradé davantage depuis ces années. Ça n'est pas possible. Il faut agir. Il n'y a pas seulement une immigration clandestine. Il y a des centaines de mineurs qui sont lâchés dans la nature. Il y a la violence. Il ne faut pas s'étonner de ce point de vue-là, si c'est un thermomètre, de voir quel a été le score de Marine Le Pen lors de la dernière élection, qui en a surpris plus d'un. Vous aviez donc, on en parlait tout à l'heure, en 2016, parlé de deux gauches irréconciliables. 7 ans après, la fracture est-elle irrémédiable à gauche, ou est-ce que vous regrettez ces propos qui vous ont beaucoup été reprochés? Vous disiez non tout à l'heure. Non, je les confirme. Sur l'idée qu'on se fait de la démocratie, sur la relation avec Poutine, sur ce qui se passe en Ukraine, sur l'économie. Nous sommes dans une économie de marché. Il faut la réguler. Il faut faire en sorte que nos politiques luttent contre les inégalités. Mais nous ne sommes pas pour le renversement du capitalisme. Sur la politique fiscale, sur la manière de faire de la politique, il y a des abîmes. Il y a des abîmes. Donc, et quand je vois que les dirigeants du Parti socialiste actuel, je n'en fais pas partie, donc je ne vais pas leur donner de leçons. J'ai quitté le PS en 2017. Mais osent proposer l'idée d'une liste commune aux élections européennes. Je trouve ça absurde. Je crois que Jean-Christophe Cambadélis... Absurde ou terrifiant? Les deux. Absurde parce que terrifiant. Et s'il y avait un point qui séparait encore parfois les gauches, c'est évidemment l'Europe. Donc là, il ne peut pas y avoir un espace commun. Bon, en tout cas, ce que je crois, c'est que tout ça est en mouvement, ça va bouger encore, mais évidemment, avec la France insoumise, il n'y a pas d'accord de gouvernement possible. Certains disent un candidat commun en 2027. Mais ça, c'est pas mon affaire, mais enfin, ils n'y étaient pas loin. D'ailleurs, on parlait de Laurent Berger tout à l'heure, il peut incarner une alternative, Laurent Berger, même s'il dit non aujourd'hui. D'abord, il dit non, donc il faut respecter la réponse à cette question récurrente qui lui est posée. Mais pour expliquer peut-être le succès ou la popularité de sa figure, c'est parce qu'il a incarné précisément à sa manière ce qu'est une gauche réformiste. En tout cas, un syndicalisme réformiste. C'est pour ça qu'il s'est trouvé des gens qui ont pensé à lui. Mais c'est d'abord un syndicaliste. Il ne faut pas l'oublier. Chacun a son rôle. Il ne faut pas les confondre. Il est un syndicaliste. Il s'occupe évidemment des conditions de vie et de travail des salariés, des travailleurs et des travailleuses de ce pays. Les responsables politiques ont un autre rôle. Les politiques n'ont pas à être à la remorque des syndicats non plus. Alors, parmi vos combats, Emmanuel Valls, Et Emmanuel, c'est l'autre. C'est l'autre, hein, c'est pas vous. Il y a celui contre l'antisémitisme. Dès juillet 2012, vous étiez ici à Radio J et vous disiez « L'antisémitisme se répand dans nos quartiers populaires auprès d'une jeunesse souvent sans repère, sans conscience de l'histoire, qui cache sa haine du juif derrière un antisionisme de façade et derrière la haine de l'État d'Israël. » 11 ans après, c'est toujours pareil, ça s'est même peut-être empiré. Ça s'est sans doute empiré à cause du Covid, mais il y a des thèses complotistes pour me faire comprendre. Mais en revanche, je crois qu'il y a davantage de prise de conscience grâce aux combats qui ont été menés, grâce aux combats aussi que j'ai menés, une prise de conscience de nos compatriotes sur ce que représente l'antisémitisme, d'où qu'ils viennent, notamment des quartiers populaires, du danger que cela représente pour la société française, et que chacun est concerné, pas seulement les Français juifs. Tous les Français sont concernés par cela, parce que l'antisémitisme annonce tous les grands malheurs. Vous aviez aussi été en première ligne contre Dieudonné et Soral, dès 2013, à l'université des UPS de La Rochelle. Un combat que vous poursuivez depuis. Vous avez fait en sorte que les spectacles de Dieudonné soient interdits. Et qu'est-ce qu'on apprend? Que le 14 septembre prochain, le Zénith va accueillir un spectacle de Dieudonné et Francis Lalanne. Qu'est-ce que vous en pensez? Je peux exprimer mon incompréhension et ma colère. Je connais tous les arguments tout à fait légitimes, juridiques et commerciaux auxquels sont confrontés d'ailleurs les directeurs de salles. L'antisémitisme est mon combat. C'est celui de ma vie et jusqu'au dernier souffle de mon existence. Que d'avoir lutté de manière acharnée contre Dieudonné et Soral, vous l'avez payé quelque part? Sans doute, parce que j'ai mis, avec d'autres, j'ai mis le doigt sur ce que cela représentait comme danger. Les gens ne se rappellent pas, mais c'était puissant à l'époque. Il y avait des manifestations dans Paris, 2013-2014, où on criait pour la première fois depuis la Libération « Mort aux Juifs ». C'était l'alliance de l'extrême gauche
et de l'extrême droite, de Dieudonné et de Sarral, avec les islamistes. Donc on trouvait toutes les composantes d'une société, avec des gens perdus là au milieu de cela, mais avec de la violence, avec la puissance évidemment des réseaux sociaux. Aujourd'hui, ce spectacle Dieudonné, Lalanne, il est inconcevable. Est-ce qu'il faut l'interdire? Mais tout ça, en plus, c'est une sombre opération commerciale. Vous savez, beaucoup de gens me disent il faut plus que tu parles d'eux. Mais non, ça reste dangereux, parce qu'il risque d'y avoir du monde dans cette salle. C'est une opération commerciale, le fameux pardon de Mbala, dit Dieudonné, avec l'appui de ce chanteur. C'est pour se refaire une cerise. C'est pour retrouver des moyens financiers. Donc, d'abord, il ne faut pas y croire à ce pardon, et puis il faut à tout prix que ceux qui peuvent empêcher ce spectacle se mobilisent. Elisabeth Borne ne comprend plus certaines positions de la Ligue des droits de l'homme mises en cause par Gérald Darmanin, qui avait considéré que la question des subventions données à l'État à la LDH méritait d'être regardée. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de l'évolution de la Ligue des droits de l'homme? Je me suis exprimé publiquement, j'ai écrit là-dessus, dans la dérive d'une partie de la gauche depuis plus d'une vingtaine d'années, dans ce qu'a été ce que Taguieff appelle l'islamo, ou appelait... Vous l'appelez je l'appelle toujours. Ce terme, vous le reprenez à votre compte? Bien sûr, ce qu'a été l'islamo-gauchisme, c'était l'alliance d'une partie de la gauche avec l'islam politique, c'est quand même assez simple à comprendre sans faire de généralité. Il y a eu des dérives, notamment d'une part de cette gauche qui considérait que l'immigration, l'ensemble des musulmans dans notre pays ou ailleurs, était le nouveau prolétariat, et que d'une certaine manière, il fallait comprendre... c'est LFI, c'est Mélenchon. Hein, oui, c'est Louis Plenel aussi, dans ses écrits, dans ses livres, dans ses prises de position. Et du coup, ça a amené à ce que des gens disent « Je ne suis pas Charlie en 2015 ». Et vous parlez de Cherb dans votre livre. Hein. Absolument, et qui lui a écrit un livre posthume qui disait tout, notamment l'utilisation du mot islamophobie qui nous vient d'Iran pour rejeter toute critique de l'islam, de l'islamisme et de l'islam politique, et pour d'une certaine manière chercher une excuse, une compréhension aux actes terroristes. Donc non, et ça reste présent. Je vous conseille le nouveau livre du spécialiste de ces questions sur l'islam et sur le djihadisme, sur l'islam politique et le judaïsme, qu'est Hugo Micheron. Il explique que c'est pas parce qu'il n'y a pas d'attentat que ça ne couvre pas. Donc c'est toujours présent, et des organisations comme la LDH, qui ont un nom prestigieux, l'affaire Dreyfus, ont participé de cela. Et donc, moi je crois que Gérald Darmanin a parfaitement raison de s'interroger d'abord sur l'attitude de la LDH, comme d'ailleurs... De s'interroger sur les subventions de l'État ? Il y a un moment, il faut quand même s'interroger sur ce que vous fait... Vous seriez Premier ministre aujourd'hui, sur ce que fait. Je m'interrogerai aussi, je demanderai à ce qu'on regarde de près, notamment quelle a été l'attitude de la LDH dans la diffusion d'informations qui mettaient en cause des gendarmes, et dont la réalité, je crois, démontre qu'il n'en était rien. Et puis, il y a Le Monde aussi, post-scriptum de votre livre consacré à Volodymyr Zelensky. C'est à nouveau Churchill, un nouveau De Gaulle, Zelensky? Dans ce post-scriptum, je dis que je ne sais pas ce qu'il deviendra. Je sais aussi qu'il était en train de décevoir les Ukrainiens avant la guerre, notamment dans la lutte contre la corruption. Mais sublimé. Il s'est passé un moment. Par les événements, refusant d'être sorti du pays par les Américains. Il a incarné, grâce d'abord aux nouvelles méthodes de communication, à ses podcasts, à ses vidéos, à ses interventions, il a incarné la résistance des Ukrainiens. Et je pense qu'il a joué un rôle fondamental pour que l'OTAN, l'Union européenne soutienne, il faut le faire encore davantage, l'Ukraine face à l'agression de Poutine. Très rapidement, il y a aussi un nouvel axe qui se constitue entre la Russie, l'Iran et la Chine. Est-ce que c'est quelque part un nouvel axe du mal ? J'utilise pas les mots qui étaient ceux des néoconservateurs américains, mais en tout cas, il y a une confrontation. Elle est évidente entre la démocratie et les pays totalitaires. Démocratie, justement. Israël fêtait son 75e anniversaire cette semaine sur fond d'une crise sans précédent qui secoue la société israélienne autour du projet de réforme judiciaire contesté de Benjamin Netanyahou. 75 ans après, est-ce qu'Israël de 2023 est fidèle à l'Israël de ses pères fondateurs ? Et je sais, nos auditeurs savent que vous êtes très proche d'Israël. Oui, dans les fondements de l'État d'Israël, au fond, il y a toujours eu ce débat entre le fait d'être un État démocratique et un État juif. Le génie des pères fondateurs d'Israël, c'est d'avoir concilié les deux. Donc, il ne faut pas sortir de cette épure. Et la question de Israël est en train d'en sortir ? Non, il faut pas en sortir. C'est ce que disent d'ailleurs les Israéliens qui sortent dans la rue avec le drapeau israélien par ailleurs. Dans une démocratie,
toute mise en cause ou toute remise en cause de la séparation des pouvoirs amène d'abord à la révolte des gens, mais peut amener au pire. Et parce que j'aime Israël, parce que je vois une vitalité incroyable dans le peuple israélien, j'espère que les dirigeants actuels vont se ressaisir. Parce que c'est essentiel que le soutien à Israël se poursuive. Et si nous soutenons Israël, c'est pas uniquement au nom de l'histoire. C'est parce que c'est la seule démocratie au Proche et au Moyen-Orient, et parce que c'est l'expression de nos valeurs qui continuent à exister dans cette région du monde. C'est-à-dire que vous redoutez une fracture au sein de la société israélienne, mais aussi au sein de la diaspora, voire un affaiblissement des positions diplomatiques et économiques d'Israël. Ce que je redoute, c'est l'attitude de l'Iran, c'est que ce pays se dote parce que de l'arme justement, nucléaire. certains en Israël redoutent qu'Israël devienne une théocratie. Moi, je crois, je pense, j'espère que la force du peuple israélien, que la culture démocratique sera plus forte que ceux qui veulent revenir à une conception de la démocratie qui est dangereuse pour la démocratie, qui est forcément dangereuse pour Israël. Est-ce que d'ailleurs vous écrivez dans votre livre, en préface du livre, j'aurais voulu parler de Rabin, je ne l'ai pas fait. Rabin, c'est un modèle aussi pour vous. Oui, parce que j'ai parlé uniquement de dirigeants européens, mais oui, c'est-à-dire, c'est comme Djibaou dont je parle, le dirigeant kanak, c'est-à-dire des hommes d'État qui ont payé, comme Sadat d'ailleurs aussi, de leur vie, le fait d'avoir dialogué, d'avoir tendu la main et d'avoir d'une certaine manière, c'est ça le courage, décidé d'aller contre la vox populi et contre parfois les positions qu'ils avaient pu défendre dans le passé. Le courage, justement. Une dernière question à l'ancien ministre de l'Intérieur que vous êtes. Gérald Darmanin, c'est un ministre de l'Intérieur courageux ? Moi, oui, il est courageux, bien sûr. Un bon ministre de l'Intérieur ? C'est un métier, c'est une responsabilité extrêmement difficile et les épreuves ne l'épargnent pas. Mais moi, je veux saluer l'action qui est la sienne, bien évidemment. C'est donc un bon ministre de l'Intérieur. Un bon ministre de l'Intérieur. Alors, avant de conclure, Manuel Valls, je rappelle que votre livre, Le courage guider leurs pas, est publié chez Talendier. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Bonne fin d'après-midi sur Radio J. À dimanche prochain. Merci.